Je remercie Clément Gauthier, qui est dirigeant de l'Action française, de nous avoir apporté aujourd'hui ce résumé rapide, cursif, mais très complet de Maurras. Sauf sur la biographie peut-être, où moi je pense que j'aurais aussi sélectionné, par exemple, l'enquête sur la monarchie, qui est quand même l'œuvre fondamentale de Maurras. C'est une enquête, d'ailleurs, à l'époque c'était pas très à la mode, alors que maintenant tout le monde fait des enquêtes en interrogeant beaucoup de personnes. Et je crois que c'est un ouvrage, d'ailleurs c'est il existe dans la faculté de droit un ouvrage d'un professeur Chevalier sur les grandes œuvres politiques, et cette œuvre est mise à l'égal des plus grandes, à l'égal des œuvres de Platon, d'Aristote ou de Machiavel, que nous n'aimons pas, mais qui est une œuvre importante, ou de Montesquieu. Donc c'est vraiment quelque chose de très important aussi. Voilà. Mais ceci étant, tout Maurras est à lire, dirais-je. Donc c'est beaucoup de travail, hein. Mais enfin c'est intéressant. Alors je dois pour ma part vous parler de l'ordre et le désordre, qui est donc ce livre qui a été réédité par l'Action française, et je remercie M. Gauthier aussi d'avoir travaillé à cela, donc que j'ai préfacé. Ce livre est paru initialement en 1948. Il y a eu une réédition intermédiaire qui a été faite, je crois, par l'édition de Lerne, une réédition pas récente, sauf sur préface qui est, à mon avis, pas bonne. Mais ensuite, donc, notre édition que j'ai préfacée, en réalité, d'ailleurs, c'est une étude que j'avais faite auparavant et que l'on a réutilisée pour les besoins de la cause. Alors, la parution initiale est en 1948, ce n'est pas n'importe quoi comme date. À cette époque, en effet, Maurras est en prison. Maurras a été condamné par la Cour d'injustice, comme on la surnomme, à la Libération, parce que Maurras avait appliqué pendant la Seconde Guerre mondiale les principes de l'Union sacrée, et il avait soutenu le maréchal Pétain. Et il faut dire que, alors que pendant la Première Guerre mondiale, c'était un soutien qui était vraiment, je ne dis pas forcé, mais tout au moins, c'est un soutien difficile à une république qu'il n'aimait vraiment pas. Là, il y a eu ce que Maurras a appelé la divine surprise. Car la divine surprise, c'est quoi? C'est que le fait que la France, qui était au plus bas de la défaite, a trouvé dans le maréchal quelqu'un qui lui a d'abord permis de survivre, parce que l'armistice a quand même... on a arrêté les Allemands avec un traité, hein, on ne pouvait plus les arrêter autrement. Donc le maréchal a fait cela, et en plus, après, il a lancé ce qu'on avait appelé la Révolution nationale, avec un certain nombre de mesures qui étaient très proches de ce que souhaitait l'Action française, notamment mettre en avant les Français de souche, et essayer de refaire un pays en se fondant sur ses traditions, et en écartant les désordres démocratiques que l'on avait trop connus. Pensez quand même que l'on sortait de l'époque du Front populaire. Alors donc c'est après, en 1945, il y a eu certes libération du territoire, mais il y a eu aussi la restauration de la République, et elle s'est vengée contre les gens qui ne l'aimaient pas, et Maurras a donc été envoyé en prison. Il a été envoyé à Clairvaux, l'ancienne abbaye de Saint-Bernard, et c'est là qu'il a passé les dernières années de sa vie. Il a juste été libéré tout à fait à la fin par une grâce présidentielle, où il a été assigné à résidence dans une clinique de Tours. Donc 1948, il faut se dire qu'en prison, Maurras avait transformé un peu sa prison en bibliothèque, ses disciples lui apportaient des livres. Malgré tout, ce n'est pas la même chose que quand on est libre de ses mouvements, et pour ce qui est des références, il a dû énormément se fier à sa mémoire, qui était grande, hein, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de remarques et de références intéressantes, mais évidemment c'est un petit peu différent de ce qu'il aurait sûrement fait en liberté. Alors dans ce livre, il revient sur les qualités de l'institution royale. Et son idée centrale, c'est qu'il faut préférer l'efficacité au sentiment. Il lutte contre la politique sentimentale. Et là, il est exactement aux antipodes de ce que nous avons à l'heure actuelle. Regardez la télévision, je vous dis pas, je ne conseille pas de la regarder, mais je dis, si vous la regardez, vous allez tomber dans l'émotionnel. On va vous dire, il y a telle ou telle chose qui s'est passée, regardez comme c'est horrible, regardez comme c'est vilain, ou moralement en plus comme c'est très mal, etc. C'est purement de l'émotion, et absolument pas de la raison. Alors que Maurras a dit, il faut faire d'abord passer l'efficacité, et c'est le devoir du politique de penser d'abord à l'efficacité et non pas au sentimental. Alors cet ouvrage est court, cependant il n'est pas le plus facile d'abord que j'ai trouvé, je dois dire, parce que cet ouvrage n'est pas subdivisé. Alors, il n'est pas subdivisé, Maurras l'a certainement pensé et écrit d'un seul jet, donc ça empêche quelquefois la façon que l'on a de lire en disant
ben, il y a un sous-titre qui m'intéresse, je vais regarder ceci ou cela, et je vais commencer par le milieu, etc. Là, ce n'est pas possible. On est obligé de suivre d'un bout à l'autre cet ouvrage. Alors, il y a dans cet ouvrage tout d'abord une exposition de ce qu'il appelle les idées positives, puis ensuite il y a l'application de ces idées à la monarchie et à la révolution. Et donc j'en ai fait deux parties, mais comme ça c'est moi qui ai fait une subdivision qui est sans doute arbitraire, bien sûr, pour essayer de saisir la pensée du maître. Alors d'abord, les idées positives. Le terme même, et le livre est sous-titré « Les idées positives et la révolution ». Et la révolution, oui. Le terme positif, c'est un clin d'œil à Auguste Comte. En effet, comme M. Gauthier l'a rappelé, Auguste Comte est un des maîtres de Maurras. Donc Auguste Comte, c'est un auteur du XIXe siècle qui est scientifique, qui a une formation scientifique et mathématique, et qui ne croit au réel le plus tangible qui soit. Ce qui lui a parfois été reproché, qui lui a valu quelquefois des conflits ou des difficultés avec l'Église. Auguste Comte n'était pas du tout animé d'un esprit hostile à la religion, mais c'est l'Église catholique qui, elle, était sévère à cette époque, avait l'index, avait un certain nombre de directives doctrinales très, très dures, et qui s'est refusé au positivisme, enfin qui a estimé qui n'en était pas d'accord. Bon, ce que Maurras garde du positivisme, c'est l'idée d'une démarche scientifique, et ce n'est pas, bien sûr, il n'a pas adopté toutes les théories de Comte pour autant, mais il a voulu certainement exprès mettre ce mot qui est un clin d'œil. Alors, qu'est-ce qu'il entend par idée positiviste? Il dit c'est le vrai, il dit une idée vraie est une idée que les faits de la vie confirment, et donc, vous voyez, c'est les recherches du vrai avant tout. Alors, quelles sont les idées positives qu'il va mettre en avant? Je précise d'ailleurs, attention, faites attention au titre, c'est bien les idées positives et la révolution, et non pas les idées positives de la révolution, comme certains pourraient croire. Hein. Au contraire, c'est une confrontation, c'est une opposition, et pas du tout une sympathie. Alors, quelles sont ces idées positives? Eh bien, Maurras montre que ces idées positives, qui sont un certain nombre, c'est ce qu'on appelle la tradition. La tradition, alors la tradition, il faut prendre ça au sens politique, hein, pas au sens religieux. Et donc, vous voyez, il écrit « En appliquant ces principes supérieurs aux données empiriques de la vie politique, d'exercer dialecticiens ont, de siècle en siècle, établi l'ensemble de ces idées positives qu'on peut aussi nommer vérité empirique. » Donc, ces idées positives, c'est cette tradition politique qui résulte de l'apport des auteurs des siècles. Alors, ces auteurs, ils revendiquent d'ailleurs dans cette tradition Aristote, Xénophon, historien grec, Dante, Thomas d'Aquin, et ils passent à travers le XVIIIe siècle en disant que tout n'est pas mauvais chez Voltaire et Montesquieu. Et ensuite, il vient un maître, Bonald, Balzac, comme cela a été dit, et il s'attarde sur Comte et Leplay, bien sûr. Comte pour les principes, le côté déductif, et Leplay pour les applications en quelque sorte, parce que Leplay est un sociologue qui a relevé tout un tas d'éléments en faveur de la tradition, et des éléments de fait, des éléments historiques. Alors cette tradition aboutit à définir, selon Maurras, je vais vite, excusez-moi, je résume, mais je vous conseille de lire le livre pour avoir plus de détails, les idées d'autorité, de hiérarchie et d'aristocratie qui sont les constituants de l'ordre. Vous voyez, autorité, hiérarchie, aristocratie. Maurras estime qu'il y a en effet une science du bien public, science qui est objective, c'est-à-dire qu'on n'est pas libre d'en décider. Il cite quelque part, il dit 2 et 2 font 4, on n'est pas libre. Et dans un autre texte de Maurras, il parle aussi de la ségrégation du sang, en disant on ne peut pas dire que c'est moral ou c'est pas moral, la ségrégation du sang, ça existe, voilà la chose. Donc pour lui, il y a aussi en politique des choses qui sont objectives et auxquelles on ne peut pas se soustraire. Et c'est un des grands reproches que l'on fait aux auteurs démocratiques, aux auteurs républicains, c'est souvent qu'ils ont l'impression qu'ils vont créer le monde, qu'ils vont le transformer à leur manière. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons à l'heure actuelle avec certaines législations. Je pense à des choses comme la loi Taubira. Il n'y a plus de nature humaine dans ce cas-là. On fabrique la nature, on ne se soumet pas à ce qu'elle est auparavant. Vous voyez, c'est cette idée. Alors,
Alors, donc, la science politique, pour lui, est une nécessité et elle est la condition d'une scène politique. Cette scène politique, il la calcule par rapport à une communauté politique et il dit que la communauté politique la plus étendue et celle qui résiste le plus, c'est la nation. Il dit en effet, ça n'est pas l'humanité, ça n'a jamais été l'humanité, et c'est vrai qu'à l'époque de Maurras, on ne raisonnait pas en ces termes. Depuis le droit international, on a créé des institutions internationales, mais tout ça sont des créations d'ailleurs, mais on ne raisonnait pas en termes d'humanité. De même, Maurras dit qu'il n'y a plus de chrétienté, il le regrette d'ailleurs, il le regrette, et c'est pour ça qu'il dit que la communauté de référence qui reste, c'est la nation, et il dit en effet que les alliances, les confédérations sont insuffisamment solides pour fournir un cadre de réflexion politique. Et qu'on pense tout de suite à l'Europe actuelle, qui est effectivement un cadre très incomplet et très insuffisant comme référence. Donc l'intérêt national l'amène à ce qu'il annonce, qu'il appelle nettement, clairement, un patriotisme sans condition, fondé sur le prius vivere, d'abord vivre, et donc c'est cette exigence qui est essentielle et qui justifie d'écarter toute considération sentimentale. On doit d'abord réfléchir à la survie de la nation et c'est une condition nécessaire. Alors Maurras, par ailleurs, exprime, puisqu'il parle de cette tradition, il la décrit, il dit notamment qu'elle est critique. Il dit que la tradition, c'est ce qui a duré, c'est ce qui a réussi. Il condamne le relativisme et il condamne aussi, et il dit qu'il faut chercher ce qui est durable et ce qui est consistant. Il n'hésite pas à dire qu'une tradition critique doit exclure de temps en temps, elle doit éliminer ce qui est mauvais. Elle se fonde sur l'utilité sociale véritable de tel événement et elle écarte bien sûr les aspects purement sentimentaux ou les aspects particuliers. Par exemple, très souvent on nous dit telle ou telle nouveauté. Je me rappelle, ça nous avait été dit notamment au moment du quinquennat, c'est très bon parce que c'est plus démocratique. On ne nous a pas dit que ça serait mieux. Et pourquoi ça serait mieux, ce qui était impossible à démontrer d'ailleurs, mais on nous a dit que c'est plus démocratique. Alors ça, c'est justement ce que Maurras écarte. Il dit il faut penser d'abord à l'utilité sociale véritable. Donc ce qui est durable, ce qui est consistant. Il y a, je ne sais plus si c'est là ou dans un autre de ses ouvrages, je le lis beaucoup donc j'ai tendance à... il y a un ouvrage où il dit, on ne peut pas dire qu'une série comme Waterloo, Sedan, etc. soit une tradition, même si c'est une série de défaites, dans ce cas-là, il faut, quand on c'est critique, on écarte évidemment ce genre de choses. Alors, donc, cette idée pour connaître la tradition, il faut utiliser les leçons et les matériaux du passé. C'est donc une chose essentielle, et au passage il dit qu'il faut aussi une pureté de langage, écarter la langue de bois ou la langue de velours. Il ne dit pas ça comme ça, ces termes sont nouveaux, mais enfin c'est l'idée qu'il retient. Et il dit aussi quelque part ailleurs, la première contribution est celle du langage. Alors Maurras fait remarquer aussi une chose, là je prends un peu, c'est un peu de l'impressionnisme, c'est moins construit que ce qu'a fait M. Gauthier, mais je vous dis, je suis le livre un petit peu et Maurras fait quelques excursus ici ou là. Je pense qu'il a fait ça d'un seul trait, donc telle idée lui suggérait une autre idée. Et par exemple, il fait remarquer que la liberté ou le bonheur, dont il ne dit pas que c'est mauvais, hein, pas du tout, mais il dit que ce sont des conséquences du devoir, du pouvoir, du savoir, et non des causes. Et il dit justement que la démocratie fait l'inverse. Elle pose en avant le bonheur ou la liberté. Elle pose d'abord la liberté. Or la liberté, non, on a la liberté parce que on est bien administré. C'est une conséquence, c'est pas une cause. Et Maurras considère aussi que la monarchie française est un aboutissement de ces idées politiques, de cette tradition. Il considère que qu'elle en est la fine fleur. Et fleur d'empirisme d'ailleurs, hein, puisque les rois de France, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, eh bien les rois de France ont d'abord ont agrandi la France
Il y a aussi la comparaison, je ne sais pas si elle se retrouve là, mais Maurras l'a fait quelquefois, du paysan qui agrandit son terrain, qui fait le précaré. Ben, c'est ce qu'ont fait les rois de France empiriquement. Empiriquement, ils ont été amenés à faire la France. C'est ça qui est... Et ça, je crois que c'est d'ailleurs, et là je donnerai un peu l'avis de quelqu'un qui est un peu frotté d'histoire, c'était mon métier, c'est vrai que c'est tout à fait remarquable de dire effectivement les rois de France ont naturellement créé ce grand pays. Ils l'ont fait certainement au début sans un plan préconçu. Hein. C'est pas du tout, ils n'avaient pas l'idée de dire on va faire un hexagone, une chose comme ça. Ils ont agrandi un peu, pris le territoire voisin et ils ont réussi à y faire régner la paix et l'ordre. Alors, au passage, Maurras revient sur le procédé déductif cher à Auguste Comte et il défend beaucoup, d'ailleurs, Auguste Comte, il est amené à défendre la déduction pour ça, et il dit que, en fait, les révolutionnaires, on ne leur reproche pas d'avoir pensé, mais d'avoir mal pensé, ce qui est autre chose. Il revient aussi, il parle de révolution, et il dit pour lui, il y a eu une rétrogradation intellectuelle, il met 89, 93 et il ajoute même 99. 99 c'est le 18 Brumaire, c'est la prise de pouvoir de Napoléon. Mais donc il y voit un recul de l'esprit politique. Et c'est vrai que cet empirisme des rois de France ne s'est jamais retrouvé après 89. Également, il accuse, c'est un petit passage très court, mais qui à mon avis sonne très bien à notre époque, il dit qu'il précise les idées qui sont celles de la démocratie ou de l'anarchie, l'une amenant à l'autre d'ailleurs. Il cite, l'idiot c'est le beau, c'est le sacré, c'est le juste et c'est l'héroïque. C'est-à-dire qu'il montre vraiment la perversion des valeurs dans la démocratie, n'est-ce pas? Il y a une espèce d'inversion des valeurs que nous connaissons à notre époque tout à fait, et je trouve que ce mot est très juste. Alors il dit que la révolution a introduit le trouble dans le sens des mots. C'est toujours cette même idée de la logique qui a été perturbée, selon lui, depuis le milieu du XVIIIe siècle. Il fait aussi observer, je vous note parce que c'est un peu impressionniste, mais le livre est comme ça. Hein. Le livre, il y a beaucoup de passages, mais tout ça, ce sont des remarques qui sont très précieuses. Il dit notamment que la démocratie peut briser toutes les entraves par lesquelles on prétend limiter sa nuisance éventuelle. On essaie de limiter son pouvoir, et ça c'est parfaitement vrai. Vous avez beaucoup de gens qui vous disent « Oh, bon, j'aime pas beaucoup le système démocratique, mais on pourrait peut-être, en posant un principe, en posant des principes généraux qu'on n'aurait pas le droit de remettre en cause, etc. » Bon, l'idée est sans doute noble ou honorable, mais en réalité, de fait, ça ne marche pas, parce que la démocratie, c'est une force, ça, il ne faut pas l'oublier. C'est certainement une force négative, mais c'est une force, et elle brise tous les obstacles, et elle s'impose de cette façon. Également, donc il reparle il revient sur cette déduction, j'en ai parlé. Il cite quand même un cas de dérive démocratique tout à fait typique. Il dit que les gens de la Révolution se sont fait une certaine idée des hommes, et puis constatant que la réalité ne correspondait pas, ils ont estimé que les gens qui n'étaient pas d'accord étaient des monstres. Et donc ils les ont passés à la guillotine. C'est exactement ça, hein. Ils partent, j'allais reprendre, elle n'est pas dans mon race, ça, mais la phrase, vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, ben c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on part d'une idée en disant, oh, je vais faire une réforme qui va être magnifique, etc. Et puis quand les autres n'apprécient pas la réforme, on dit, oh, ces gens-là, il faut vraiment les éliminer parce qu'ils comprennent rien à rien. Donc si on les raccourcit, ça évitera au moins qu'ils nous contredisent. Alors, pour lui, le meilleur moyen d'éviter 93, c'est de renoncer, de ne pas passer par 89. C'est intéressant d'ailleurs, parce que là, on peut remarquer une curieuse convergence entre Maurras et quelqu'un qui était de l'autre bord politique, qui était Clémenceau. Vous savez que Clémenceau a répondu aux gens qui voulaient opposer, justement, à cette époque, la révolution de 89, la bonne révolution libérale, à la 93, la méchante révolution jacobine et populaire. Et Clémenceau a dit, messieurs, la révolution est un bloc dont on ne peut rien
rien distraire. C'est la même idée qu'Amoras. Il dit si vous voulez éviter 93, il ne faut pas passer par 89. Alors ensuite, il critique la formule du passé faisant table rase et il réaffirme sa foi en l'empirisme organisateur et l'importance de tirer les leçons du passé. Ignorer le passé ne peut qu'assurer des déboires. Il montre par exemple que les intentions pacifistes du début de la Révolution ont abouti à une guerre très dure, effectivement, et il dit d'ailleurs elles ont fait apprendre le vrai sens du patriotisme aux Français. Parce qu'au lieu de se poser la question d'un patriotisme sain et équilibré avant, eh bien ils sont rentrés du pacifisme, ils sont arrivés au jacobinisme et à des excès. Alors, la liberté individuelle, l'égalitarisme, l'humanitarisme ont abouti à mettre face à face l'individu isolé et l'État absolu. Ça aussi, c'est une constatation très intéressante de Maurras. Disparition des corps intermédiaires, et donc l'homme est tout faible, très faible en face de l'État. Alors, après ces présentations des excès ou des dérives de la démocratie, il présente les bienfaits de la monarchie. Et il dit il faut choisir entre la tradition de la vie et la tradition de la mort. Et pour cela, il cite une phrase de Paul Bourget, il faut défaire méthodiquement l'œuvre de la Révolution. Alors il donne quelques exemples où la monarchie était alors soit d'institutions bénéfiques, soit de critiques qui sont faites à la monarchie auxquelles il répond. Bon, par exemple, il parle de la noblesse et il dit la noblesse c'était un mode de régulation de l'accession d'élite, tandis que maintenant, puisque ça n'existe plus, on a la place des oligarchies républicaines. Ça c'est parfaitement vrai, ça peut être démontré. Il y a un ex-disciple de Maurras qu'il a quitté, qui était un dissident après, mais qui avait écrit un livre intéressant, c'est Baudelomini, vous savez, les responsabilités des dynasties bourgeoises, qui montre bien que l'oligarchie, une oligarchie puissante qui s'est installée à la tête du pays depuis la Révolution et qui ne rend pas les mêmes services que pouvait rendre la noblesse auparavant. De même, autre passage, il y a une chose que l'on trouve d'ailleurs dans d'autres œuvres de Maurras, il insiste là-dessus et je crois qu'il a raison et que historiquement ça n'a pas été assez développé par les historiens notamment. Il dit que la démocratie dissipe ce que les autres ont accumulé. Et il donne l'exemple d'Athènes ou de la Révolution. Effectivement, Athènes, vous savez, c'est là, bon, tout le monde veut dire la démocratie grecque, etc. Et donc c'est, je veux dire, c'est un peu le bijou de famille des démocrates. Ils disent ah mais il y a la démocratie athénienne quand même, vous n'avez pas dit ça. Et Maurras dit mais pas du tout. C'est en fait la dissipation de ce qui s'est fait dans les siècles précédents. De même la Révolution française. Pourquoi est-ce que la Révolution française et l'Empire ont pu tenir tête à toute l'Europe pendant 25 ans? C'est parce que la monarchie avait accumulé énormément de richesses, énormément de ressources humaines, ressources matérielles, etc., qui ont été dissipées. J'aurais tendance un peu à dire que c'est un petit peu, vous savez, je ne suis pas du tout un scientifique ni un physicien, mais quand un corps arrive à un impact, eh bien, il se consume à ce moment-là. Ben, je pense que c'est ça, c'est une consomption, la période révolutionnaire. On consume ce qui a été fait auparavant, et Maurras le souligne, il en parle très nettement, la démocratie dissipe. Alors, il répond aussi sur un point, on reproche quelquefois la centralisation à l'Ancien Régime. Bon, en réalité, d'ailleurs, la centralisation a été bien augmentée, évidemment par le jacobinisme, par Napoléon, et alors, je dois dire que depuis, d'ailleurs, même la centralisation napoléonienne, c'est rien par rapport au système actuel, où il suffit de débrancher le téléphone pour avoir l'avis du centre. Mais alors, Maurras insiste sur le fait que la monarchie a dû centraliser, d'abord parce qu'il y avait un minimum nécessaire tout de même pour faire un pays, et puis également, il dit la monarchie peut décentraliser ce que ne peut pas faire la démocratie. La démocratie a besoin. Et alors il le développe là, il le développe aussi dans d'autres textes où il dit que la démocratie a besoin des fonctionnaires pour pouvoir tenir le pays. Donc elle sera nécessairement centralisatrice. Là où la monarchie peut être centralisatrice aussi, mais elle peut décentraliser parce qu'elle n'a pas besoin des fonctionnaires, sa légitimité n'est pas en cause et elle pourra donc laisser. Donc il cite ça, il en parle aussi de cette centralisation où il dit que la centralisation royale était beaucoup moins forte que la centralisation républicaine et de toute façon qu'elle peut être plus facilement diminuée. Donc il reprend diverses critiques ponctuelles de la monarchie et il règle un petit compte aussi avec les Bonaparte et notamment il critique, bon là je reconnais que la critique est facile sur ce point, la politique étrangère en disant que l'expansion napoléonienne a abouti à installer des puissances rivales, l'Allemagne et dans une certaine
mesure l'Italie, effectivement. Et donc, ça lui permet de donner un argument en faveur de la monarchie. Il dit la monarchie peut se défendre à cause de ses résultats historiques. Résultats historiques, et donc il estime qu'on doit apprécier la politique, non pas pour des raisons de vague moralisme, etc., qui d'ailleurs, où les gens seront divisés, mais en fonction de l'efficacité. Je vous cite quelques phrases de la fin de l'ouvrage. Il se peut que tout gouvernement soit de sa nature indigne et mauvais, comme toute chair est coupable, mais ce n'est point de ce jugement moral qu'il s'agit en politique nationaliste. On s'y occupe seulement de pourvoir aux nécessités pratiques pressantes de l'existence, prius vivere, d'abord vivre. J'ajoute quelques considérations parce que l'édition, comme celle d'Aldolerne d'ailleurs, a ajouté un texte qui n'était pas dans l'édition de 1948, un texte assez court qui est mis au début, avant l'ordre et le désordre, qui s'appelle L'avenir du nationalisme français. Et ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir mis ce texte où il est question de, notamment, il y a une chose qui est très contemporaine, parce que Maurras dit que si on touche à la souveraineté de la nation, eh bien ça provoquera des réactions éclatantes. Alors il montre que beaucoup de faits nationaux ont dominé le XXe siècle, donc je lis, il écrit en 48, donc il est à la moitié du XXe siècle, mais il montre la puissance de l'Allemagne, de l'Union soviétique, des États-Unis, etc. Il dit ces faits nationaux, et il dit, on remarque que dès qu'on touche à une souveraineté, il y a une réaction très forte. Et je pense qu'on peut trouver une application de cela dans ce qui se passe actuellement, où l'espèce de machin européen est tout de même très contesté, notamment sa politique d'ouverture à l'immigration, etc. Il y a une réaction des nations. Jusqu'où ira-t-elle? Ça, on ne peut pas le dire, mais il y a une réaction qui se fait parce que c'est la nature même des nations. Alors, Maurras dit, les plus grands faits dont nous sommes contemporains sont des faits nationaux. Alors, il souligne la nécessité de l'intérêt du pays contre les partis, et il dit que l'intérêt public doit être mis en avant, et qu'il n'y a pas d'opposition entre cet intérêt public et le spirituel. C'est toujours cette question, effectivement, de certains catholiques qui disent « Ah oui, mais on doit penser d'abord uniquement au spirituel ». Et il dit « Il n'y a pas d'opposition entre les deux ». Et il dit « Pour mettre tout le monde d'accord, il faut quitter la dispute du vrai et du beau pour la connaissance de l'humble bien positif, celui du peuple français ». Et donc il termine sur une note d'espérance, et je crois que c'est important dans les temps tristes que nous vivons. Je vous remercie de votre attention. Alors, je demande à M. Loyal si on peut répondre à quelques questions. S'il y a des questions, on peut en prendre si vous avez des questions. Ou des remarques. Ou des remarques, oui. Oui, Bernard. Merci pour la conférence aux deux conférenciers. Vous avez parlé des caractéristiques de la monarchie. Quid de l'aspect constitutionnel de la monarchie, le droit divin, monarchie absolue, voilà, Je dirais qu'on ne peut pas prévoir quelle monarchie sera demain. Simplement. La deuxième chose, très rapidement, c'est que il ne peut pas y avoir de parlementarisme que l'on rejette absolument. C'est simplement ça que j'ai à vous répondre. À d'autres, cette demi-royauté bourgeoise, comme disait Maurras. Oui, si je puis ajouter quelque chose, Maurras n'aimait pas les constitutions écrites, et là-dessus il suit une tradition, il y a beaucoup d'auteurs qui sont dans ce sens-là, et notamment Bonald, donc il n'aimait pas ça. En réalité, avoir une constitution écrite ou pas, l'importance d'une constitution c'est ce qui est dedans, hein. C'est pas tellement le... Donc, mais vous voyez, par exemple la Grande-Bretagne, qui n'est quand même pas un pays d'oppression, est un pays qui n'a pas de constitution écrite, encore à l'heure actuelle. Donc voilà,
tout est possible, et de même l'arrangement constitutionnel, c'est un petit peu comme sur la circonstance, tout dépend si la royauté revient parce qu'il y a un grand mouvement qui a réussi à s'implanter, ou si elle revient parce que vous avez un chef d'État qui termine et qui lui passe comme le général Franco l'a fait en Espagne, etc. Tout dépend des circonstances. À ce moment-là, il y a des questions d'arrangement qu'on ne peut pas prévoir à l'avance et qui serait même imprudent de prévoir à l'avance parce qu'on se lirait les mains. Donc, je vous dis, constitution, pas constitution, écrite, ça n'a pas vraiment d'importance. On ne veut pas un système oppressif, bien évidemment, mais l'aménagement et les aménagements peuvent être divers. Oui, c'est pour monsieur. Comment vous appelez Gauthier. Monsieur Gauthier, c'est une question sur l'empirisme organisateur. Peut-être qu'il va être débile, je sais pas, mais vous dites. Est-ce que ça pourrait pas être confondu un peu avec de l'archéologisme en matière religieuse, quoi? En gros, le seul parfum d'antiquité pour permettre de dire que c'est bien parce qu'on le faisait avant. Ouais. Non, je pense pas. Je pense que l'empirisme organisateur, c'est un mot qui fait peur, mais qui signifie quelque chose de tout à fait simple. C'est les leçons du passé. Hein? Connaître l'histoire, scruter l'histoire et les leçons du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs, par exemple. C'est pas de l'archéologisme. Oui, il y a une définition dans la préface que Pierre Gaxotte a donnée à Méditer politique où il dit l'expérience méditée par la raison. C'est ça, c'est quelque chose de très rationnel, hein, mais il faut éliminer, puisque je vous dis que la tradition était critique, moi je disais, donc il faut éliminer justement ce qui est trop archéologique, ça c'est évident. Mais les faits du passé, il y a quand même des situations où il y a des similitudes et donc on peut quand même essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ce que les peuples ont souvent tendance à faire. On retombe à peu près toujours dans les mêmes erreurs. Est-ce que Maurras a prévu l'état de décadence épouvantable où on se trouve actuellement? Absolument aucune idée. La démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort, dit-il. Alors il essaye quand même d'avoir un espoir. Il y a un texte, un très beau texte de Maurras où il parle justement de tous les auteurs contre-révolutionnaires et où il dit que nous bâtissons l'arche nouvelle. Vous connaissez ce texte, ce très beau texte, nous bâtissons l'arche nouvelle, hiérarchique, catholique, d'ailleurs je crois qu'il ajoute, etc. Enfin, il embarque toutes les pensées contre-révolutionnaires pour ça. Et il dit même si, malgré tout, si c'est le mal, la mort ou la démocratie qui devait l'emporter, pour lui c'est la même chose, devait l'emporter, malgré tout, il serait beau que l'intelligence ne soit pas laissée faire. Donc il envisage quand même le pire, hein. Il envisage que c'est possible. Et c'est vrai, Maurras montre souvent que des sociétés ont connu la disparition ou d'une décadence très grave, on n'est pas assuré du tout. Alors, il y a un autre auteur qui n'est pas du tout maurassien, mais qui était Paul Valéry, qui disait les civilisations sont mortelles. Mais c'est parfaitement vrai, ça, on le constate de plus en plus. Et donc, Maurras l'a très bien conçu. D'ailleurs, son idée, c'est lutter contre la décadence. Et quand il va en Grèce, au début donc, de sa carrière journalistique, il compare la situation de la France et des pays comme la Grande-Bretagne, qui à ce moment-là est au sommet de sa puissance, l'Empire britannique, ou l'Allemagne qui est en pleine expansion. Et il dit, j'ai tenu devant mon pays si petit, parce que la France lui paraissait être en décadence. Donc Maurras sent très bien la pensée de la décadence. Et il pense que la démocratie est malheureusement un accélérateur de décadence, peut-on dire. C'est dans la lettre testamentaire qu'il écrit à Pierre Boutan. C'est les mots que vous venez de dire. Si la démocratie finissait l'histoire, il faudrait que l'on jette à l'eau quand même cette arche catholique pour faire en sorte et que si même si l'histoire était finie par la démocratie, on aurait sauvé ce qu'il y a de bien en l'homme. Ce qu'il y a de bien en l'homme ne se sera pas laissé faire. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Que je vous invite à lire ce texte, cette lettre à Pierre Boutan.
qu'on ne porte pas dans notre cœur parce que pour d'autres raisons, mais la lettre est très belle, très belle. Mais effectivement, il considère que la démocratie est un processus mortifère, et je relis ça à ce que je vous avais dit tout à l'heure, en vous disant que pour lui, les démocraties dissipaient ce que les précédentes générations avaient fait. Pour lui, c'est un processus qui pourrait être terminal pour la civilisation. Donc, je pense qu'il a envisagé, peut-être pas les détails, mais il a envisagé que nous allions plus bas que nous n'étions à son époque. Et c'est vrai qu'on est plus bas actuellement qu'en 1948. Oui, il y a un effondrement. Bien sûr. Voilà, merci à tous, merci aux conférenciers.